Bonjour à toutes et à tous. Lecture aujourd'hui de 2 chapitres du livre d'Éric Sablé, Méditation sur l'essence de la pensée. Donc les chapitres en question sont le chapitre premier, La nature de la pensée, et le suivant, L'origine des pensées. La nature de la pensée. Face à l'évidence du monde sensible, les pensées semblent dérisoires. Elles ne sont apparemment qu'un petit frémissement à la surface de notre être, fugace, sans conséquence. Pourtant, elles accompagnent chaque instant de notre vie. Elles sont toujours présentes, du matin au réveil, jusqu'au moment où nous sombrons dans le sommeil. Et les rêves ne sont sans doute qu'un prolongement de ce flux qui nous occupe sans cesse pendant la veille. Si nous décidons d'abandonner ce courant des pensées errantes pour vivre un instant de silence intérieur, nous nous apercevons rapidement que la pensée exerce une véritable tyrannie et qu'il est impossible de s'en défaire. Alors nous commençons à comprendre que la pensée est bien autre chose qu'un simple épiphénomène. En fait, les pensées sont un peu semblables à un cocon composé d'une multitude de fils qui nous enveloppe entièrement et nous emprisonne. Ce cocon semble fragile, léger, et pouvoir céder à la moindre pression, mais il se révèle d'une solidité terrifiante, quasiment indestructible. Que les pensées soient bonnes ou mauvaises, blanches ou noires, toutes sont les barreaux de notre prison. Elles nous voilent le réel, nous empêchent de jouir du présent, puisque notre perception du monde est toujours entachée d'une intention, d'une projection amenée par la pensée. Le mental nous enveloppe et nous conditionne de manière beaucoup plus profonde que nous le pensons. Mais vouloir combattre la pensée, c'est un peu comme vouloir tuer le vent avec une épée, disent les textes bouddhistes. Pour nous libérer du flux des pensées, il est préférable de tenter de le comprendre. Ainsi, nous pourrons voir ce qui le fonde, l'anime et le pousse à se perpétuer. Face au caractère insaisissable de la pensée, la ruse est nécessaire. Il est conseillé d'adopter un regard différent, oblique, de changer de perspective. Il s'agit en fait de ne plus être complice du déroulement des pensées pour se tourner vers leurs racines, leur lieu d'origine. C'est un déplacement de l'attention qui ne se fixe plus sur la pensée elle-même, mais sur ce qui lui est antérieur pour la voir dans sa réalité. Pour adopter ce point de vue particulier, il est nécessaire de créer une certaine distance avec le mental. Nous ne pourrons jamais connaître l'univers de la pensée par l'analyse, la réflexion, car la pensée ne peut saisir la pensée. Il est donc nécessaire de créer en soi un état qui permet de réaliser la distance permettant de saisir sur le vif la pensée et de la voir dans sa réalité fondamentale. Pour cela, nous devons nous établir dans un état de silence, d'immobilité intérieure, de vigilance, de présence. C'est ce que les anciens textes bouddhistes appellent l'attention pure. S'installer dans cet état demande un tour de main particulier, ou plutôt une certaine habitude de vivre en intimité avec soi-même. Cet état se développe d'abord en pratiquant l'attention à la respiration et au corps. Il s'agit d'être attentif au souffle qui pénètre par la porte des narines et descend jusqu'au nombril sans essayer de le modifier, de le contrôler, en laissant la respiration se faire, puis de prendre conscience de la sensation globale du corps. En fait, cette prise de conscience du souffle et de la corporéité donne une base, un point d'appui à l'état de présence. Elle permet de demeurer attentif au lieu où naissent les pensées, à ce point intangible où elles apparaissent. Grâce à cette attention subtile, nous pouvons saisir leur vrai visage. Dans le bouddhisme originel tel qu'il se pratique au Sri Lanka, en Thaïlande ou en Birmanie, cette pratique s'appelle Vipassana. Elle demande un état de conscience particulier. Ce n'est pas un état d'absorption intérieure où le pratiquant est plongé dans un ravissement qui lui fait perdre conscience du monde extérieur.
mais un état d'attention pleine et entière qui permet encore le développement de l'analyse. Le disciple plongé dans un état d'extase n'a plus la lucidité nécessaire à l'observation des mécanismes du moi. Il ne faut donc pas être absorbé dans un état d'intériorité trop profond pour aborder l'investigation, mais demeurer en quelque sorte sur le rivage, dans un état de paisible recueillement. C'est ce que le bouddhisme appelle l'attention pure, qui permet de connaître nos sensations, nos perceptions, nos émotions, nos pensées, sans interférence mentale, c'est-à-dire sans se laisser emporter par des jugements, en se bornant à enregistrer les faits bruts dans toute leur nudité. Le disciple demeure centré, dans un état de présence lucide. Il se contente de noter les pensées qui passent dans son esprit, sans jugement, telles que cela me plaît, cela me déplaît, c'est beau, c'est laid, agréable, désagréable, c'est-à-dire sans les manipuler en fonction d'un intérêt personnel. Il observe objectivement toute apparition phénoménale qui se produit en lui, et cette attitude permet une mise à distance et donc une connaissance du mécanisme des pensées. Petite parenthèse et petite réflexion personnelle, c'est là précisément l'inverse du laisser advenir de Jung et de la psychanalyse, qui est quant à elle une identification à ses pensées. Je referme la parenthèse, je reprends. Parallèlement à cette pratique, lorsque nous perdons l'état de présence à soi et que nous nous laissons emporter par le flux des pensées errantes, il est nécessaire de remonter leur fil en partant de la dernière jusqu'au moment de la perte de conscience, de l'oubli de la présence. Cet exercice décompose l'enchaînement des pensées. Il permet donc de mieux comprendre leur nature. Il est indispensable pour découvrir ce qu'est le mental. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Cet exercice est difficile, car les pensées ne veulent pas être vues, dévoiler leur mécanisme. Elles veulent toujours aller de l'avant, elles n'acceptent pas facilement ce mouvement rétrograde. Maintenant, voyons comment s'effectue cet exercice en observant concrètement le mouvement des pensées. Nous étions pleinement attentifs, présents à nous-mêmes, et soudain, le bruit du vent dans les arbres nous parvient du dehors. Aussitôt, un enchaînement de pensées nous emporte. Ce passage du vent dans les feuilles nous évoque la maison d'un ami qui se trouve au milieu d'un bois. Cet ami est peintre. Alors nous revoyons une exposition où nous sommes allés quelques jours auparavant, puis une peinture représentant une montagne enneigée qui nous avait beaucoup impressionnés enfants, etc. Il s'agit donc à partir de cette image de montagne de revenir à la première impression, celle du bruit du vent dans les arbres, qui est à l'origine de toutes les autres pour retrouver l'état de présence. Une fois installés dans cet état de paix, d'immobilité, de silence, nous allons faire toute une série de constatations de plus en plus fines, subtiles, extrêmement intéressantes et souvent étonnantes. Cependant, rappelons encore une fois que ce mode de connaissance n'est pas une réflexion, mais une exploration, une investigation, qui demande une grande vigilance intérieure, une attention extrême, car seul cet état de présence permet au mécanisme du mental de se révéler. Il faut avoir longtemps erré, avoir parcouru bien des ciels illusoires, avant de se tourner vers la terre de notre intimité, vers ce processus de la pensée qui semble tellement minuscule, tellement dénué d'importance, et pourtant tout se joue à ce niveau. L'origine des pensées. Les anciens yogis parlaient de vagues du mental. Effectivement, il y a une réelle analogie entre les pensées qui arrivent dans le champ de la conscience et les vagues que l'on voit déferler sur le rivage. Évidemment, les pensées naissent beaucoup plus rapidement et le mécanisme de leur venue est presque insaisissable. Mais pour un regard suffisamment attentif, les pensées s'ébauchent, puis enflent comme des vagues dans les soubassements de la psyché avant de déferler sur le rivage de la pleine conscience. Toute pensée est donc précédée par une ébauche, un effleurement presque imperceptible. Et cet effleurement anticipe l'apparition du mot
et de l'image, la formulation verbale qui se révèle à la surface de la conscience. Cette pensée donnera naissance à une succession de pensées qui s'enchaîneront comme les vagues qui déferlent les unes après les autres. Les anciens yogis avaient également constaté que les pensées étaient comme les cristallisations d'une substance unique qui se nomme en sanskrit chitta. Dans ce sens, les pensées sont encore analogiquement semblables aux vagues de l'océan. Les vagues sont des aspects de l'océan, la forme temporaire qu'il prend à sa surface sous l'action du vent. De même, les pensées sont des modifications d'une matière fluide, ductile, infiniment modelable, une substance plastique qui est aussi celle des rêves. Et il peut être très utile de tenter de saisir cette substance qui compose la matière de la pensée, pour comprendre comment elle se cristallise. Maintenant, nous pouvons nous interroger sur l'impulsion à l'origine du flux des pensées errantes. Si nous sommes suffisamment familiers avec le fonctionnement de l'esprit, nous nous apercevons que cette impulsion peut être amenée par une perception visuelle, le visage d'un vieil homme dans la rue, auditive, le cri d'une corneille, un souvenir amené par la situation que nous vivons ou un état de nostalgie, une préoccupation qui nous habite, un désir qui était latent dans notre subconscient. À partir de cette première image mentale, les pensées vont s'enchaîner. Chaque pensée sera le fruit de la précédente et la pensée disparue détient le germe de la pensée future. Ainsi, les pensées forment des trains de pensée, chacune étant reliée à l'autre par une relation de cause à effet, un karma, jusqu'au moment où le germe initial, l'image qui a produit cet enchaînement particulier, s'épuise. Alors se produit un imperceptible moment de silence, de vide, puis une nouvelle pensée racine prend naissance et le mental part dans une autre direction. Un nouveau train de pensée apparaît, se développe jusqu'au moment où il aura lui aussi épuisé son karma. Car c'est bien un processus de cause à effet qui se poursuit d'une pensée à l'autre, un enchaînement qui nous lie au mouvement du mental. Une publicité sur le Maroc me fait penser à des vacances dans ce pays. Je revois un charmeur de serpents de la place Djama El Fna à Marrakech. À partir de là, un livre de Paul Brunton sur l'Égypte parlant des serpents. Et ma pensée dérive vers les Nagas, les serpents de sagesse qui vivent dans les fonds des lacs et des rivières dont parlent les textes bouddhistes. Puis je revois un moine bouddhiste que j'ai connu il y a longtemps. Alors il se produit un bref moment d'arrêt. Le train des pensées est épuisé. Puis à nouveau une pensée naît, un travail sur les cristaux que j'ai à faire. Je revois un livre sur le sujet et je m'interroge. Les cristaux peuvent-ils vraiment guérir, etc. Comme tout est analogiquement semblable, il se passe très certainement un processus similaire au niveau des vies successives ou bien des univers qui naissent, se déploient, meurent et s'engendrent mutuellement les uns les autres. En Inde, on retrouve cette idée qu'un univers est le fruit du précédent et la cause du suivant. En fait, un univers en manifestation serait porteur du germe du karma, de l'univers précédent, et chaque univers serait séparé des autres par une période de dissolution, de pralaya, qui sont les nuits de Brahma, exactement comme chaque train de pensée, est suivi d'un imperceptible instant de silence. En comprenant totalement un seul phénomène, minuscule comme la pensée, on peut donc comprendre toute chose. C'est pour cela que les maîtres du bouddhisme, Tian Tai, disent qu'en comprenant une pensée, on peut comprendre les 10 000 univers. Car le local reflète toujours l'universel, et en étudiant ce qui est apparemment le plus insignifiant, comme une simple pensée, on peut décrypter toute chose. Voilà, fin de cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.